We're about to start with the second session from this afternoon. Nous allons commencer la deuxième séance de l'après-midi. Nous aurons 2 présentations suivies par une période de questions pour le panel dans son ensemble. Encore une fois, les gens vont poser leurs questions et n'oubliez pas qu'il n'y a pas de mauvaises questions. Écrivez toutes vos questions et elles seront, nous l'espérons, utilisées dans la période de questions. Notre prochaine présentation a dû être reportée. Elle devait avoir lieu ce matin, mais pour des raisons techniques, elle aura lieu cet après-midi. On essaie toujours de faire une présentation qui résume un peu les choses, qui donne un peu de contexte au début de la journée, et puis ensuite on passe aux présentations plus détaillées par la suite. Et pour des raisons techniques, on a fait un peu le contraire. Aujourd'hui, Dr Kocha va nous parler présenter une vue d'ensemble des tumeurs neuroendocrines carcinoïdes. Apparemment, ce sera une présentation tout à fait unique. Vous trouverez la biographie du Dr Kocha dans les documents. Il a une grande expérience de l'oncologie au Canada et de ce type de cancer tout particulièrement. Alors, accueillons-le, s'il vous plaît. Thank you. I'm sorry if the way... Merci. Effectivement, je devais présenter cette vue d'ensemble au début de la journée pour qu'ensuite on puisse entendre les présentations plus détaillées. Mais en fait, finalement, beaucoup de choses que je vais dire ont déjà été mentionnées de façon détaillée par d'autres présentations. Donc, on va y aller assez rapidement pour cet aperçu. Et on pourrait peut-être même avoir un petit examen par la suite. Mais je vais quand même aborder 2 ou 3 choses qui n'ont pas encore été mentionnées. Néoplasme. J'utilise le terme néoplasme parce qu'il y a un peu de changement terminologique ces temps-ci. Si vous connaissez le sujet, vous savez qu'on parle beaucoup du zèbre. On nous a raconté cette histoire à la faculté de médecine. Si vous entendez le bruit des sabots, ça veut dire les symptômes. Ne pensez pas aux zèbres, pensez aux chevaux parce que les zèbres sont plutôt rares. Pour les néoplasmes, ce n'est pas vrai. Parfois, il faut penser en termes de zèbre si on veut établir un diagnostic. Ce qui me dérange un peu avec cette métaphore, c'est que le zèbre est blanc et noir. Quand vous étiez jeune, vous aviez sans doute des blagues là-dessus. Moi, c'était le cas. Qu'est-ce qui est blanc et noir et tout rouge? Eh bien, c'est un journal ou alors un zèbre avec un coup de soleil. Mais quand il s'agit de symboliser les tumeurs neuroendocrines, on peut voir un zèbre plutôt coloré. C'est parce que c'est pas vraiment noir et blanc. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, on a besoin de mettre un peu de couleur sur le zèbre et dans nos vies. Vous avez déjà vu aussi ce diagramme. Vous devez remplir les blancs, c'est le premier examen. Et là, vous voyez la notion du système diffus. Déjà, on en a parlé aujourd'hui, ça a été présenté un peu plus tôt. Ce que j'aime indiquer, c'est pas nécessairement évident, c'est que quand vous regardez le corps humain, on peut penser en termes de chirurgie ou de dissection, on voit toutes sortes d'organes et vous avez différents systèmes sur lesquels ils peuvent être catégorisés. Et quand on parle de tumeurs neuroendocrines et tout ça, les néoplasmes ont été considérés comme faisant partie de ces organes. Et comme on l'a déjà dit, les cellules neuroendocrines font en sorte que le tube digestif est le plus gros organe endocrine du corps. Et maintenant, on considère les choses comme étant un système en soi, un système neuroendocrine diffus, parce qu'il présente des cellules différentes. Et si vous y pensez, c'est un système assez unique parce que la plupart des autres systèmes, on voit les organes quand on l'ouvre, mais pour le système diffus, c'est l'un des seuls systèmes où on ne voit pas à l'œil nu ce qui se passe. Il y a soit des cellules uniques ou des petits groupes de cellules et avec quelques exceptions, la plupart du temps, ce système est invisible à l'œil. Donc, c'est un concept un petit peu plus difficile à saisir. L'une des exceptions, ce sont les glandes surrénales avec les 2 parties, le cortex et le médulaire, le système médulaire.
Même si c'est sur le même organe, le cortex n'est pas neuroendocrine, comme le système médulaire. Habituellement, ce n'est pas visible, donc, ce système diffus, mais il joue des fonctions très importantes de signalisation. Ils envoient des signaux aux autres systèmes. Il y a toutes sortes de cellules neuroendocrines dans votre système qui indiquent à votre système digestif quoi faire. Des fois, ils leur disent des choses qui sont peut-être moins plaisantes à entendre, mais voilà, les choses sont ainsi. Je m'en allais dans la mauvaise direction. Et on vous a déjà présenté le Dr. Obendorfer, le premier qui a inventé le mot carcinoïde. Vous avez vu sa photo 2 fois déjà. Le carcinoïde, ça veut dire qu'il ressemble au cancer. Et ça, c'est un problème. Comme on vous l'a aussi déjà dit un peu plus tôt dans la journée. Parce que finalement, le terme a été modifié. Mais effectivement, il peut y avoir comportement malin dans ce système neuroendocrine. Quand vous regardez les tumeurs carcinoïdes, eh bien, elles apparaissent dans un certain nombre de sites. Il y a d'autres néoplasmes de type neuroendocrine, mais les tumeurs carcinoïdes, qui incluent autour de 50% de tous les néoplasmes neuroendocrines, apparaissent habituellement dans ces sites-là plus fréquemment dans l'intestin. Et aussi dans les poumons. Ce sont les 2 sites les plus où l'on voit le plus fréquemment ce type de tumeur. On vous a aussi dit qu'il y a une incidence croissante de tumeurs neuroendocrines. Et effectivement, il y a augmentation assez considérable. C'est l'une des rares tumeurs malignes qui connaît une croissance, surtout pour ce qui a trait aux tumeurs intestinales. Mais on doit noter aussi que les tumeurs rectales neuroendocrines sont en augmentation. Il y a des gens qui tendent à dire que c'est parce qu'on les détecte davantage. C'est peut-être le cas, mais les néoplasmes neuroendocrines du poumon sont celles qui connaissent la plus forte croissance. En Ontario, du moins c'est le cas depuis les années 60, il y a une augmentation qui est multipliée par 10, par facteur de 10. Beaucoup de gens disent c'est parce qu'on les détecte mieux, on arrive mieux à les détecter, mais en fait, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu, entre autres tout ce que vous faites et qui a un effet sur le système neuroendocrine, du moins un effet indirect, cause cette croissance. Par exemple, nous avons de nos jours les inhibiteurs de pompe à protons et ce sont des médicaments qui sont largement prescrits et qui empêchent la production d'acide dans l'estomac. C'est très fréquemment utilisé, mais il y a un mécanisme de feedback à cause duquel le système veut produire plus d'acide et les cellules neuroendocrines triplent à ce moment-là dans l'estomac de ces gens qui prennent ce genre de médicaments. Il y a une étude menée dans les années 80. Une entreprise pharmaceutique a mené une étude en donnant à 100 cobayes des inhibiteurs de protons pendant toute la durée de la vie. Et on a vu que chez ces cobayes qui a pris ces médicaments, on a vu 3 cas de tumeurs carcinoïdes. Dans le groupe témoin, aucun. Il y a un type de rongeur qui a une défaillance particulière, un problème particulier. Il y a des cellules dans votre corps qui doivent muter, qui doivent changer leur séquence d'ADN de façon à pouvoir produire de nouvelles choses. Ce sont les cellules immunitaires, celles qui produisent les anticorps pour réagir à quelque chose qui arrive, qui est nouveau. Ces cellules doivent réarranger leur ADN et produire de nouvelles protéines pour trouver des équivalents, des éléments qui vont neutraliser certaines substances. Et il y a un mécanisme qui est déclenché seulement dans les lymphocytes. Et c'est un système qui fabrique des immunoglobulines, mais chez un certain rongeur, ce mécanisme fonctionne de façon permanente dans toutes les cellules du corps. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert que en soi, chez ces rongeurs, il n'y a pas grand-chose qui se produit, du moins en ce qui a trait aux tumeurs neuroendocrines. Mais dès que vous leur donnez des PPI, tous ces rongeurs ont des
néoplasme neuroendocrine. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit donc qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en ligne de compte. Et déjà, vous avez vu ce tableau aussi qui démontre que c'est le deuxième cancer le plus fréquemment rencontré dans le tube digestif, le cancer colorectal qui est beaucoup plus fréquent, mais les gens vivent plus longtemps, donc il y a beaucoup plus de patients chez qui la prévalence est présente. Bon, donc il y a beaucoup plus de gens qui souffrent de cette maladie, mais ça ne veut pas nécessairement dire que les cas sont plus graves. Donc ces maladies sont devenues plus communes que les autres tumeurs malignes. En général, l'incidence de ces néoplasmes neuroendocrines augmente et c'est presque à l'égal du cancer de l'ésophage et on croit que si ça se poursuit au même rythme, eh bien, on va y avoir des incidences beaucoup plus grandes. Comment pouvons-nous savoir que ces tumeurs sont présentes? Ça, c'est un gros problème pour beaucoup de patients. Les syndromes carcinoïdes, c'est quelque chose de très fréquemment mentionné parce que il y a des symptômes qui sont associés. Il y a d'autres choses aussi, d'autres symptômes. Par exemple, l'obstruction intestinale. Les gens les plus chanceux sont ceux chez qui on découvre cela un peu par hasard. Mais bien souvent, j'ai entendu des gens dire si seulement on avait pensé aux zèbres un peu plus tôt, on aurait trouvé ces choses-là plus tôt et on aurait pu guérir. Je ne sais pas si ça aurait pu être le cas parce que premièrement, il faut savoir, et déjà ça a été dit, qu'il y a quelque chose qui s'appelle la circulation porte. C'est un type de circulation assez unique dans le corps. La plupart de ces néoplasmes apparaissent d'abord dans l'intestin. Un tiers d'entre eux développent la capacité de produire la sérotonine et donc créer des syndromes carcinoïdes, c'est-à-dire des symptômes combinés qui créent le flush cutané et des diarrhées sévères chez ces patients. Voilà. Tout ce temps-là, vous n'avez rien remarqué. Oh là là, et vous ne pouviez rien voir alors que je vous racontais tout ça. Bon, voilà sans doute le meilleur cliché. Vous avez les vaisseaux, les capillaires, le sang qui circule. Il y a quelque chose de spécial qui se passe dans l'intestin, comme vous pouvez le voir. Vous voyez tout ce qui arrive au niveau des veines, des capillaires, des vaisseaux, toute cette circulation. Mais ça ne revient pas par les veines, ça passe par le foie. Et là, on parle de circulation porte. Donc, ce qui commence dans l'intestin, ça peut produire des hormones en excès. Mais ensuite, tout se dirige vers le foie. Mais les symptômes n'apparaissent pas à ce moment-là parce que le foie élimine tout ça. Et ça a déjà été mentionné un peu plus tôt aujourd'hui, dans les précédentes présentations. Et habituellement, on ne voit pas les symptômes avant que la maladie apparaisse dans le foie, lorsque les cellules hépatiques, les tumeurs hépatiques sont libérées dans la circulation. Et c'est là où les symptômes apparaissent. Et pour bon nombre de patients, quand vous avez ces syndromes carcinoïdes, eh bien, le chat est sorti du sac. Généralement, ce n'est plus curable. Et malgré le fait que l'on dise symptômes de cancer, plus vous le détectez rapidement, plus vous avez des chances de guérison. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas vraiment le cas pour les néoplasmes neuroendocrines dans la majorité des cas. S'il y a une petite tumeur qui bloque un petit intestin, parfois on peut le détecter, on peut le retirer, en faire l'ablation et il n'y aura plus de problème. Des petites tumeurs aussi pancréatiques peuvent être détectées et enlever. Et là, on peut contrôler, guérir même les patients, si je peux utiliser ce terme. Mais bien souvent, ces tumeurs ne se font pas connaître avant de se propager. C'est la nature de la bête. Il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire. Alors, il faut éduquer les médecins, surtout en faculté de médecine. Moi, j'ai appris beaucoup de choses à la faculté de médecine. Je me rappelle qu'on parlait de tumeurs, de carcinoïdes à l'époque, il y a 35 ans. Mais à l'époque, je ne savais pas que j'allais me spécialiser là-dedans. Mais si vous n'utilisez pas toutes ces choses, eh bien, vous ne vous en rappelez plus, vous n'y pensez plus. Et avant, on disait que la plupart des médecins de famille peuvent très bien faire toute leur pratique sans jamais voir ce type de néoplasme. Si on ne les voit pas, on n'y pense pas. Il faut changer un peu peut-être l'éducation
qu'on prodigue, en fait, au moins en parler aux gastro-entérologues, aux endocrinologues, aux chirurgiens. Mais en général, donc, on en parle à la faculté de médecine, mais à moins de travailler dans le domaine plus tard, on ne s'en rappellera plus et on ne saura pas vraiment comment gérer cette pathologie. On a entendu des présentations excellentes, entre autres sur l'imagerie, les CT scans, tomodensitométrie, la scintigraphie. On a parlé aussi de tomographie à émission par positron. Je vais vous donner le point de vue clinique là-dessus parce que généralement, on croit que puisque la plupart des tumeurs neuroendocrines sont des tumeurs qui ont un faible fonctionnement, qu'on n'arrive pas à les détecter avec une tomodensitométrie. Donc, on dit que c'est pas nécessaire de faire cette imagerie, ce sera négatif. Mais il y a d'autres personnes aussi. Enfin, il y a des maladies très proliférantes qui donnent des résultats différents au niveau de l'histologie et on sait qu'il y aura des résultats positifs. Donc, ça ne sert à rien de faire un PET scan non plus parce qu'on sait que ce sera positif. Mais il y a des indications récentes qui semblent indiquer que ça peut être utile pour le groupe intermédiaire, les maladies G2, si vous voulez. Et on commence à considérer ce groupe de tumeurs. C'est un groupe assez limité de tumeurs. Si elles présentent une positivité, eh bien, on juge qu'il est peut-être utile de tout d'abord passer par la chimiothérapie et ensuite passer à ces autres techniques. On l'a observé. On a vu des patients avec des tumeurs au grade, avec chimiothérapie d'abord, et ensuite on a pu passer à la chirurgie. Et on s'est rendu compte que, en fait, il n'y avait plus tellement de prolifération. Et en fait, en Amérique du Nord, il n'y a pas beaucoup de gastro-entérologues qui s'occupent de ça. Ils s'occupent plutôt d'endoscopie. Mais donc, c'est pas vraiment nécessaire de faire des biopsies, des endoscopies pour ce genre de tumeur ou de néoplasme. Mais donc, de plus en plus, les gens sont en train de changer leurs habitudes et ça se fait et c'est très efficace. En haut à gauche, vous voyez un CT scan ordinaire sans contraste. Vous voyez les points de lésion et avec l'infusion, ensuite, une phase artérielle multiphase. Là, vous pouvez commencer à détecter des choses que vous n'auriez pas pu bien voir ou pas voir du tout avec un CT scan ordinaire. Donc, les CT scans ordinaires ne donnent pas grand-chose. Il faut utiliser les CT scans multiphases. Et vous avez vu aussi les octréoscans. Vous avez vu que c'est bien utile pour détecter l'emplacement des tumeurs. C'est utilisé pour les diagnostics, mais c'est aussi utile pour nous. C'est parce que ça nous permet de déterminer la quantité d'isotopes utilisés. Bon, la thérapie, si vous suivez une thérapie, on vous a parlé de thérapie déjà aujourd'hui. J'étais un peu perplexe. Et apparemment, c'est un nouveau concept, mais les gens connaissent ça depuis des décennies. Et à London, on utilise le 111 pentétréotide. Combien on en a fait depuis 12 ans? Environ 1500 traitements à London. Et quelqu'un a parlé de MIBG. On utilise la thérapie MIBG aussi. En fait, parmi les tumeurs qu'on appelle carcinoïdes, plus de 50% peuvent faire l'objet d'une détection par MIBG. Vous savez combien de MIBG on a fait? Vous pouvez me donner une idée? Environ 500. Alors, voilà, je dois vous dire que avec on a parlé de la tritium 177. Lundi dernier, on a reçu une approbation réglementaire et une licence pour cette substance. Donc, on va pouvoir l'utiliser dans les semaines à venir. Ça s'est déjà fait au Canada. Et il y a 20-30 patients qui en ont bénéficié. Donc, ces types de thérapies existent, sont utilisés au Canada à certains endroits. Et c'est quelque chose de très intéressant qu'on essaie d'utiliser de plus en plus. Ce qu'il faut considérer aussi, c'est ceci, chromogranine A. Et là, vous avez l'image moléculaire de la chromogranine A. Si vous vous rappelez votre chimie au secondaire ou à l'université, ça vous semblera peut-être pas très sensé, mais ça vous permet de voir que ça arrive souvent avec les carcinomes neuroendocrines. On peut mesurer ça dans le sang et ça nous aide à
gérer les pathologies. Maintenant, les thérapies. Bien, beaucoup de thérapies. Le debulking, la greffe, la résection, la thérapie au radioisotope, la chimiothérapie, l'ablation tumorale, la thérapie artérielle hépatique. Mais quand on parle de thérapie au radioisotope, il y a différents types de radioisotopes qui sont disponibles et qui sont utilisés. Et pour la chimiothérapie, vous voyez toposide platine, combinaison streptozocine, et vous avez les combinaisons temozolomine qui sont utilisées pour les tumeurs bien différenciés et moins bien différenciés aussi. Apparemment, c'est parfois plus utile d'utiliser cette combinaison que platine et toposide. Donc, on a tout cet attirail et vous avez la thérapie artérielle hépatique, embolisation, chimio-embolisation ou radio-embolisation. Tout ça a déjà été fait. Vous pouvez aussi faire une combinaison de ces trois types d'embolisation. Puis, on a la biothérapie, l'interféron qui existe depuis plusieurs décennies déjà, avec le travail du Dr. Oberts. Et maintenant, on a l'éverolimus, on vous en a parlé aujourd'hui, sunitinib, dont on a parlé, et vandentenib. Là, il y a un essai qui a été fait spécifiquement pour ce médicament. Les résultats sont positifs. Et maintenant, il y a une demande d'approbation qui a été faite pour ce composé. Et donc, il y a toute une gamme de thérapies qui sont disponibles, malgré ce qu'on vous a dit pour les carcinomes neuroendocrines. Et la question est la suivante. Comment savoir quelle est la meilleure thérapie? Et la réponse, c'est pas vraiment important de le savoir parce que cette tumeur est différente. Alors que dans les cancers les plus fréquents, vous avez une chance de traiter le cancer dès le départ. Il y a peut-être 50-60% de patients qui pourront passer à la thérapie de deuxième ligne et 10% ou moins seront assez bien pour subir une troisième thérapie. Mais dans notre cas, ça ne s'applique pas parce que les gens peuvent vivre très longtemps et subir toutes sortes de traitements. Pour nous, pour moi du moins, ça veut dire que plus j'ai de thérapies à ma disposition dans différentes séquences, mieux je peux contrôler ce cancer. Donc, c'est pas vraiment utile d'essayer de comparer ces différentes thérapies. L'important, c'est d'en trouver de plus en plus de thérapies qui n'ont pas d'interaction négative entre elles. Et on offre des traitements de façon séquentielle parce que les patients ont taux de survie qui leur permettent de subir de nombreuses thérapies de façon séquentielle. Mais il arrive qu'il y a des problèmes. Premièrement, ça semble pas devoir être un problème, mais il y a eu des changements de classification. On en a parlé déjà aujourd'hui. La classification qui a été publiée début novembre, il y a à peine 6 mois, de l'OMS. Il y a donc des changements au niveau des néoplasmes. Les principes ont changé. Pour les néoplasmes neuroendocrines, ce sont maintenant des maladies qui sont uniques compte tenu des peptides qui entrent en jeu et qui produisent des tumeurs. Et il y a des marqueurs neuroendocrines qui sont partagés entre ces différents néoplasmes. Vous avez des tumeurs bien et mal différenciées. C'est important, je vous dirai pourquoi dans un instant. Et la prémisse, c'est que tous les néoplasmes neuroendocrines ont un potentiel malin. Il y a des gens qui disent que c'est un cancer bénin, on n'a pas besoin de s'en inquiéter, mais non, ce n'est pas vrai. Et voici la classification de l'Organisation mondiale de la santé. En 2000, il y avait le terme carcinoïde qui était utilisé et les types de tumeurs mal différenciés. Donc, en 2000, la classification a changé. Vous le voyez depuis 2000. Maintenant, nous avons éliminé le mot carcinoïde depuis 10 ans. Enfin, il y a 10 ans. Maintenant, on ne parle plus de tumeurs carcinoïdes parce que ce sont plutôt des tumeurs neuroendocrines. Maintenant, ça a été très difficile de supprimer l'utilisation du mot carcinoïde. Même chez les médecins, même chez les patients, on l'utilise encore. Il y a 5 jours, moi j'aurais dit, c'est tout aussi difficile de cesser d'utiliser le terme tumeur carcinoïde que c'était difficile de trouver Oussama Ben Laden. Mais bon, j'ai dû un peu changer ma comparaison. Maintenant, je dois dire que c'est aussi difficile que de bouter Kadhafi hors de Libye. Mais depuis 6 mois, la classification a changé davantage. Et vous voyez maintenant qu'on parle de tumeurs neuroendocrines, TNE, et on a les
on a le NEC. Donc, vous avez les cellules cancéreuses qui se retrouvent au même endroit et qui ne présentent pas vraiment de caractéristiques malignes. Mais quand ces cellules se propagent aux ganglions lymphatiques, ce sont des carcinomes. Lorsqu'il y a invasion, ils sont aussi des carcinomes. Donc, on a quand même des problèmes au niveau de la terminologie. Et l'OMS et la Société européenne des tumeurs neuroendocrines ont dit, et ça dépend des situations, ça dépend des circonstances. Et maintenant, on va utiliser le terme néoplasme neuroendocrine, point final. Pour moi, c'est très sensé. Et je vais utiliser ce terme néoplasme neuroendocrine. Ce sera maintenant la nouvelle terminologie qui sera utilisée. L'autre problème, c'est que la American Drug Commission a établi sa classification de stadification, la classification TNM, comme on l'appelle, qu'ils utilisent. Et la JCC a produit un nouveau tableau de classification il y a 1 an, en janvier. Pour la première fois, ils ont reconnu les tumeurs neuroendocrines comme étant une tumeur qui faisant partie d'un groupe spécifique de tumeurs. Avant, c'était inclus dans d'autres groupes de tumeurs. C'était pas reconnu en soi. Mais là, pour la première fois, ça a été reconnu comme des tumeurs distinctes. Il y a des stadifications qui ont été élaborées qui ne sont pas nécessairement les mêmes que celles de l'OMS. Donc, il y a des différences. Par exemple, pour les stadifications pour l'appendice, le pancréas. Bon, c'est peut-être pas important pour vous, mais ce l'est pour nous. Et la JCC ne reconnaît pas les tumeurs mal différenciées dans ce groupe, alors que l'OMS les reconnaît. Il y a un autre problème beaucoup plus important. Vous avez vu, c'est déjà des clichés de ce genre et vous savez pourquoi on a cette coloration, le cas 1, 67, qui est un marqueur prolifération très important, bien des tumeurs, ont donc un certain nombre de cellules qui ont donc une coloration au cas 67 positif et les proportions de cellules peuvent être de 2% ou inférieures à 1%. Ça devrait, bon, il faut être plus libéral, mais pour le moment, c'est inférieur à 2%. Mais on peut avoir des quantités supérieures, telles qu'ici, et cela veut dire qu'il y a des problèmes, parce que c'est un cancer beaucoup plus agressif, et il peut y avoir des variations nettes, suivant les tumeurs. Avec la JCC, ce qui passait, c'est qu'ils ont produit des normes minimales. Ils ont dit qu'à 67, c'est optionnel. Bon, on va prendre donc le nombre de mitoses pour une unité donnée pour les Européens. Et c'était pas suffisant. Pour eux, c'était pas facultatif. Nous savons de quoi il s'agit parce que l'on a déterminé quelle serait la thérapie à partir de cela. Il y a une chimiothérapie pour donc certains critères pour la JCC, même si c'est facultatif, c'est devenu la norme pour les institutions américaines. Au Canada, on a dit non, on ne pense pas que cela soit facultatif. Il n'est pas question de suivre la voie de nos collègues américains. Est-ce qu'on a des Américains parmi nous? Vous levez la main si on a des Américains ici. Dr. Cole. Donc, je peux dire en toute sécurité que les Canadiens ne suivent pas leurs collègues du Sud. J'étais à des réunions internationales depuis une réunion ou deux où on est en train de dire pourquoi il y a cette différence transatlantique. Qu'est-ce qui se passe chez les Américains pour ce qui est d'utilisation de 1,67. J'ai dit non, on ne suit pas les Américains. On vous suit, vous, nous, on a besoin de votre modèle. J'ai dû téléphoner pathologique à plusieurs reprises pour que ça se fasse. J'ai pathologie qui nous ont présenté des rapports entre 2 et 20%. C'est pour G2. Et moi, j'ai besoin d'avoir le chiffre exact. Ça ne suffit pas. Alors, je dois appeler ses collègues en disant non, j'ai vraiment besoin de ces chiffres aussi précis que possible. Et tous les pathologistes ont été très, très aimables et m'ont donné les renseignements. Mais il y a une différence culturelle entre les Américains, les États-Unis et nous-mêmes, car nous sommes plutôt du côté de la pratique européenne. Voilà, non.
T'es capable. Bon. Voilà l'autre problème. Bon, quand ce sera réglé, on finira par l'avoir. Bon, on va voir si ça fonctionne. My suggestion would be that we simply continue to observe things, and when you have symptoms, we can talk about treating you then. But there's nothing to be done right now. So, as far as we know, this Pour autant, cette tumeur tends to grow very slowly. It can be present for a croît long time. lentement, elle peut être présente pendant très longtemps. Treatments that we On can n'a pas use vraiment to de prevent traitement que l'on puisse utiliser, mais on peut contrôler les symptômes. Je ne suis pas sûre de tout ce que l'on peut faire. On a des patients qui sont partis au bout de quelques mois, mais il y a des patients pour qui ça peut durer pendant des années. On n'a pas la moindre idée. Combien d'entre vous avez vécu ce genre de situation? J'ai vu beaucoup de patients qui m'ont dit que ça leur était arrivé. Je trouve ça difficile à croire pourtant. Peut-être que c'est arrangé. Mais on a cette impression qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour ces cancers. Or, le traitement vous montre non, qu'il y a des possibilités d'intervention. Moi, j'ai des patients à qui on dit non, arrêtez de vous plaindre parce que vous savez, vous pouvez vivre pendant très longtemps avec ces tumeurs. Je n'arrive pas à croire que l'on parle comme ça aux patients. C'est un chirurgien qui m'a dit non, je ne sais pas exactement ce qu'il a dit, mais enfin, ça revient à dire, il a dit bon, vous avez une tumeur carcinoïde, c'est bénin essentiellement. Bon, revenez-moi quand vous aurez des symptômes. Ça, c'est un problème pour les patients d'entendre ça. Ça montre qu'il y a un problème chez certains médecins qui devraient s'informer davantage. Et les patients ont raison de se plaindre de ce genre de médecins. Nous devrions essayer de notre côté d'informer davantage certains segments de la profession médicale. Bon, autre chose dont on parle, les lignes directrices. C'est très très bien, les lignes directrices. Certains disent, est-ce que je pourrais pas avoir des lignes directrices à donner à mon médecin parce qu'il saura ce qu'il faut faire? Non, c'est cool d'avoir des lignes directrices. Bon, c'est pas le genre d'expression que j'utilise couramment, vous savez un petit peu, je suis un peu dépassée, mais enfin c'est cool d'avoir des lignes directrices. Et là, je ne suis pas d'accord. Pour utiliser des lignes directrices, il faut commencer par avoir plus qu'une connaissance de base. Parce que les lignes directrices, c'est ça, ça vous donne juste une connaissance générale, une information générale. Mais si on veut être expert, il faut plus que des connaissances. Bon, quand quelqu'un est expert, ça ne veut pas dire qu'il y a plus de connaissances. Bon, la personne a les lignes directrices, on n'a pas besoin d'autre chose. Certains d'entre vous êtes venus à cette réunion en avion, n'est-ce pas? Vous avez utilisé des avions. Lorsque vous retournerez chez vous, si la compagnie aérienne vous dit on n'a pas assez de pilotes, mais bon, le gars là qui est au commande a lu les lignes directrices hier soir, donc il devrait être capable de piloter cet avion. Il va vous dire, de toute façon, je suis un pilote privé, je veux piloter un Cessna, donc maintenant que j'ai lu le mode d'emploi, les lignes directrices, je devrais pouvoir piloter cet avion. Non, c'est pas possible. Il faut de l'expérience. Il faut savoir comment faire. Et ce serait probablement la même chose. Quand on conduit une voiture, c'est la même chose. Vous n'avez pas donné les clés de votre voiture à votre adolescent quand il a eu 16 ans sans instruction. Il lui fallait en plus des connaissances théoriques, beaucoup d'habiletés, de compétences. Et il faut des professionnels très expérimentés pour piloter, pour conduire, et le traitement de ces tumeurs, c'est pas différent. Donc, en plus, bon, on a parlé de voler, de piloter, donc des connaissances. Il faut avoir les outils nécessaires, les compétences nécessaires, l'expérience. Il y a beaucoup de publications, beaucoup de littérature disponible sur tout cela.
Il faut 10 000 heures ou 10 années pour avoir suffisamment d'expérience, pour être bon. Et ça permet de couvrir toutes sortes de situations. Et dans tous les domaines, que dans le golf, dans le violon, pour jouer aux échecs, pour tout, il faut de l'expérience. Et cette expérience, ça s'accumule donc avec le temps. Si on veut être un expert, il faut accumuler ses heures. Et donc, je vais affirmer que les lignes directrices, c'est assez limité dans leur utilité. Les gens qui n'ont pas d'expérience ne pourront pas utiliser les lignes directrices. Et c'est votre... si simplement un généraliste avec ces lignes directrices, vous ne serez pas plus avancé. Et les jeunes experts, ils ne savent pas quoi en faire. Ils n'ont pas besoin de ces lignes directrices. Ni comme point de référence. Quand vous conduisez une voiture et que vous arrivez à un feu rouge, vous n'allez pas revoir votre mode d'emploi pour voir ce qu'il faut faire après. Bon, les manuels, vous les lisez pas en conduisant. Eh bien, les lignes directrices, c'est pareil. Vous devriez avoir suffisamment d'expérience, avoir fait la chose suffisamment pour être sûr de vous. Les lignes directrices, ça reste nécessairement très simple, basé, fondamental. Et il y a tellement de situations, surtout compte tenu de la complexité de la question, où la ligne directrice, ça ne sert à rien. Et si on avait des lignes directrices pour tout couvrir, il faudrait plus de molécules qu'il y a sur Terre pour pouvoir couvrir toutes les situations. C'est pratiquement impossible. Bon. Donc, les gens qui n'ont pas d'expérience, ça leur sert à rien. Les gens qui ont de l'expérience, ils n'en ont pas besoin, pas ceux qui ont déjà intériorisé tout cela. Mais ça peut avoir une certaine utilité parce que pour les experts qui publient ces lignes directrices, ça fait bien dans leur CV. Et ça peut être utilisé par le gouvernement et quelquefois pour fin de financement. Et même là, ça pose problème parce que ils peuvent en fait pousser à des attitudes assez rigides. Il peut y avoir beaucoup d'erreurs, il peut y avoir des problèmes au niveau de l'interprétation. Ça ne couvre pas la complexité de la question. La maladie est assez complexe, donc ça ne peut pas servir à grand-chose. Les lignes directrices, je le répète, sont d'une utilité tout à fait limitée, même si on pense que ça peut être utile et que ça réglerait tous les problèmes. On a beaucoup parlé des approches et des équipes pluridisciplinaires et il faut aller chercher l'expertise sur différents angles. On ne peut pas donc renoncer à l'oncologiste médical. Wow, look at that. People. Regardez, il y a des gens. Oh, hi, Dr. Kocha. I will. That guy's a real hand. Non, il est extraordinaire. Le médecin de médecine nucléaire. Désolé, ça va? Bon, ça, c'est pas la peine de se poser trop de questions. Ça, le SPEC, c'était donc c'est une combinaison de scanners CT et plus compliqué. Le cœur de leur dire qu'ils avaient oublié les photos ici. Et on a également dans notre équipe un radio-oncologue. Il y a de nouvelles techniques d'imagerie. Les machines ressemblent à cela. Il y a une technique qui permet donc d'envoyer des radiations d'eau spécifiques. Est-ce que c'est un véritable foie? Ça, c'est un modèle de foie. On va voir les différentes charges dans ce modèle d'enseignement. Là, je vous ai dit, en fait, que c'était vraiment un guignol. Les chirurgiens. Ils ne sont pas d'un seul type. Quelquefois, on en a plusieurs types. Un endocrino-chirurgien, un chirurgien généraliste avec une formation spéciale. Généralement, ils se cachent derrière des masques. Ils sont difficiles à voir.
Alors, je n'ai pas pu faire mieux ici. Ce dont on n'a pas tellement parlé, c'est le radiologue d'intervention. On a un de nos patients qui a une résection hépatique, une métastase donc endocrine sur le foie. Regardez le scan de suivi fait hier. Vous voyez ces lésions-là qui prenaient de plus en plus d'expansion dans le foie, ont complètement été résolues. Donc, la radiologie d'intervention et la chirurgie ont donné ces résultats. Et l'endocrinologue, on a l'avantage d'avoir un endocrinologue. Bon, j'ai du mal à le trouver à l'œuvre. C'est rare de les trouver sur des papiers, mais de plus en plus maintenant, ils utilisent des ordinateurs. On a le Dr Vanoum, endocrinologue, qui travaille avec nous et dans notre équipe. Et bien sûr, quelqu'un de très important, l'infirmière. Et l'infirmière que je vais vous présenter, c'est l'infirmière pour laquelle je travaille. Vous la connaissez peut-être, c'est l'infirmière nurse supérieure. Mes patients, lorsqu'ils viennent me voir, viennent me disant être pleins d'espoir, rencontrant des médecins qui pourront leur donner des informations, parce que les informations, la connaissance, c'est quelque chose qui leur donnera l'impression de détenir un certain pouvoir. Et nous avons également un pharmacien qui se spécialise dans ces carcinomes. Je dois, on a fini par mettre notre présentation au point. C'est la seule photo qu'on n'a pas réussi à mettre dans le bon sens. Bon, on a 5 minutes, mais on va y arriver. On a également un cardiologue qui travaille avec nous. Je sais qu'Halifax, on s'adresse directement au chirurgien, mais nous, le cardiologue intervient de façon très pratique. Il travaille d'ailleurs dans la ville. J'ai pas pu prendre une photo de lui, mais je crois savoir que certains le considèrent comme tout un personnage, ce cardiologue. Et le pathologiste, qui est un personnage très important. Nous avons la chance d'avoir un pathologiste dans notre équipe. Et on les voit quelquefois avec quelque chose collé sur le front. Et si on met tout ensemble, nous avons ce qui nous paraît très utile, sinon essentiel. C'est ce qu'on appelle donc une conseil ou une régie de la tumeur neuroendocrine. Ça fonctionne comme ça, cette espèce de conseil. Conseil de tumeur endocrine. On n'a pas toujours un consensus, est-il dit, mais c'est pas grave. On n'est pas obligé d'avoir toujours un consensus sur chaque patient. Je ne peux pas vous donner une liste de toutes les raisons pour lesquelles je pense comme ça. Ça, c'était une personne en bonne santé de 40 ans. Bon, j'ai pas tellement de temps, alors la question est de savoir est-ce que ça fait une différence, cette approche. Oui, les données le laissent penser. Et la survie médiane, il faut faire attention à son interprétation. C'est pas une personne particulière, mais toute une population. 50% des gens ont vu leur maladie revenir ou ne sont plus là. Ça veut dire que 50% vivent plus longtemps que cela. Alors, le premier chiffre que l'on a vu, et c'était assez bas jusqu'en 1980. 87 et 88, dans les années 90, ça a été plus élevé. On a choisi ce moment parce que l'on a eu l'électrolyte disponible. Il y a 2 institutions à Uppsala où le Dr Oberg, un des pionniers, a travaillé, et l'institution Moffitt où le Dr Harry Coles travaille. C'est lui qui dirige cet établissement. Il a fait œuvre de pionnier et il n'est pas dans la salle. Alors bon, je ne ferai pas trop de compliments. Avez-vous remarqué pendant sa présentation qu'il avait plus de mal à faire avancer les clichés, qu'il a eu de mal à faire avancer cette science? Mais vous voyez qu'il y a une amélioration considérable de la survie médiane selon
l'institution où l'on vous a suivi. Il y a une amélioration du simple au triple. Tout ça est très important, mais surtout, ça permet de voir émerger un standard, une norme. On avait l'habitude de dire que le problème, donc, de pouvoir donc profiter des bienfaits de la présence d'un conseil neurotumoral. Et nous pensons que c'est tous les patients qui doivent avoir la possibilité de profiter de la présence d'un tel conseil pluridisciplinaire pour travailler sur ces tumeurs. Donc, vous avez vu qu'il y a différentes approches, il y a différentes politiques. Une des observations que l'on a pu faire, c'est qu'il y a 2 ans et demi, nous n'avions absolument aucune étude clinique randomisée, contrôlée des TNE. Et on sait pourtant que pour les gens qui font la promotion des conclusions basées sur des données probantes, c'était l'étalon absolu. Maintenant, nous avons déjà 5 études de ce genre qui ont été faites depuis 2 ans et demi. Donc, il y a une progression rapide de connaissances en la matière. Et c'est la fin de l'extrémité du zèbre et la fin de ma présentation. Thank you very much, Dr. Merci beaucoup, Dr. Kocha. C'était vraiment très bien.